Bonjour. Pour donner du sens à son environnement, l'être humain a besoin d'expliquer son comportement et celui des autres. Dans l'épisode précédent, nous avons présenté le concept d'attribution causale comme étant les explications que les gens invoquent pour comprendre le comportement de leur père ainsi que leur propre comportement. Nous avons commencé à parler de la théorie de la psychologie naïve de Heider et présenté l'utilité que pouvait avoir le fait de faire des attributions à travers différentes fonctions. Vous pouvez aller voir le premier épisode si cela n'a pas déjà été fait. Maintenant, voyons les différents types d'attributions qui peuvent être faites, c'est-à-dire les différents types d'explications que les gens peuvent invoquer pour expliquer les comportements. Une première question que l'on peut se poser est celle de comprendre ce qui est à l'origine du comportement. D'abord, il y a la question de la motivation de l'individu que Heider divise en deux dimensions, l'intention et l'effort. En effet, nous n'aurons absolument pas les mêmes explications sur l'origine du comportement d'une personne en fonction de si elle a voulu avoir ce comportement et si elle a fait en sorte d'y arriver. C'est une notion assez intuitive, puisque même devant un tribunal, un des enjeux majeurs va être de savoir si la personne qui a commis un délit ou un crime l'a commis avec l'intention de le faire. Si une personne par exemple renverse quelqu'un d'autre sur la route, et qu'elle avait bien eu l'intention de le faire, on va sûrement lui attribuer des traits de personnalité très négatifs, ou une idéologie radicale, ou bien encore une pathologie psychologique. Alors que si elle l'a fait sans intention, il est bien plus probable qu'on lui adresse de la maladresse, de la stupidité, qu'on parle de malchance, etc. Mais il faut distinguer l'intention et l'effort en eux-mêmes de ces caractéristiques dont je vous donne l'exemple. Celle-ci concerne plutôt un deuxième facteur qu'on peut considérer à l'origine du comportement d'une personne, qui sont les capacités. En effet, le fait de savoir si une personne a un trouble mental qui la pousserait à vouloir écraser quelqu'un, ou si au contraire, comme la plupart des gens, l'empathie l'empêcherait même de planifier une telle chose ou de la mener jusqu'au bout, on parle bien ici de la capacité à réaliser un acte ou non. Plus classiquement, quand on parle de capacité, on va par exemple parler de l'intelligence, du raisonnement, etc. Ou bien des capacités physiques. Si quelqu'un échoue à un examen en disant « c'est parce que cette personne n'est pas intelligente », je place l'origine du comportement observé dans ses capacités. Là où si j'avais dit « elle n'a pas suffisamment révisé » ou bien « cette matière ne l'intéressait pas », je place alors l'origine dans la motivation, l'intention et l'effort. Et enfin, dernier facteur qui peut être à l'origine du comportement, il s'agit de l'environnement. Ici, cela englobe absolument toutes les causes qui ne dépendent pas directement de la personne. En reprenant notre exemple de l'accident de tout à l'heure, une cause environnementale pourrait être un mauvais temps qui a réduit la visibilité du conducteur, qui n'a tout simplement pas vu le piéton. Heider place d'un côté ce qui concerne une origine personnelle, avec la motivation et la capacité, et de l'autre, une origine impersonnelle, avec l'environnement. Cette distinction entre origine personnelle et origine impersonnelle nous permet d'aborder une première distinction dans les types d'attributions qu'il est possible de faire. Il s'agit de la question du lieu de causalité. Quand on parle de lieu de causalité, il faut comprendre qu'on se pose la question de savoir est-ce que la cause du comportement se trouve à l'intérieur du sujet, donc une origine personnelle, ou à l'extérieur du sujet, une origine impersonnelle. Pour la causalité interne, on parlera de facteurs dispositionnels, et pour la causalité externe, de facteurs situationnels. L'intelligence, les efforts, les croyances, les capacités physiques, le fonctionnement de l'esprit, la personnalité, etc. Tout ce qui peut être ramené à des propriétés de la personne ou à des expériences de cette même personne sont ce qu'on va appeler des dispositions. Alors que toute facilitation ou complication vis-à-vis d'un comportement, d'un objectif venant de l'extérieur, d'une tierce personne, d'éléments naturels, vont être considérés comme des facteurs situationnels, des facteurs externes. Il ne faut cependant pas oublier que si l'on peut théoriquement distinguer ce qui vient de la personne et ce qui vient d'ailleurs, un comportement peut être la conséquence de l'interaction entre ces deux dimensions. Et les gens ne résument pas toujours un comportement à l'un ou l'autre.
Dans notre exemple de tout à l'heure, si la personne qui conduisait était au téléphone sous un temps de pluie, on a bien là les deux lieux de causalité qui sont impliqués. Un autre facteur qui permet de distinguer les différents types d'attributions est la question de la stabilité. Que nous disions que le comportement est la conséquence d'un facteur interne ou d'un facteur externe, cette caractéristique de la personne ou d'un élément de son environnement peut être systématique ou bien peut être changeant. Ainsi, le mauvais temps qui brouille la vue du conducteur est un facteur instable, là où sa tendance à vouloir rouler sur des inconnus serait plutôt un facteur stable. À moins qu'on dise que d'habitude il n'aurait jamais l'intention de faire ça et qu'il a un peu pété un câble. À ce moment-là, facteur instable. De même que pour ce qui est de la pluie, si vous êtes breton, on pourrait parler de facteur stable. Ensuite, autre distinction à faire dans les différents types d'attributions possibles, c'est la question de la contrôlabilité. Un comportement ou un événement peut ou peut ne pas être contrôlable. Le mauvais temps qui gâchait la vue de notre conducteur n'est pas quelque chose qu'il peut contrôler, en partant du principe qu'il n'a pas juste oublié qu'il pouvait mettre les essuie-glaces. Par contre, s'il avait été déconcentré à cause d'un appel téléphonique, là, il s'agirait d'un facteur contrôlable. On va maintenant s'intéresser aux différents facteurs qui facilitent la survenue d'attributions. D'abord, pour ce qui est des facteurs dus au contexte, la recherche attributionnelle réactive et la recherche attributionnelle spontanée. La recherche attributionnelle réactive concerne les moments où on nous demande de faire des attributions. Par exemple, si notre juge demande au conducteur de tout à l'heure ce qui lui a pris d'écraser une personne sur la route, les explications proposées par le conducteur se feront dans le cadre d'une recherche attributionnelle réactive. D'autre part, la personne de notre premier épisode qui avait échoué à un examen, lorsqu'elle se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle a échoué, il s'agit ici d'une recherche attributionnelle spontanée. Weiner identifie 3 facteurs qui favorisent cette recherche attributionnelle spontanée. D'abord, l'incertitude. Il s'agit des moments où les éléments de contexte ne nous permettent pas de comprendre correctement une situation. Par exemple, si vous croisez une personne dans la rue et que vous voyez qu'elle vous regarde en souriant, vous allez peut-être tenter de faire des hypothèses pour essayer de comprendre pourquoi. Peut-être qu'elle vous connaît, mais que vous ne la reconnaissez pas. Peut-être simplement qu'elle était contente et que par hasard, elle vous a regardé au moment où elle souriait. Ou peut-être qu'elle est un peu cringe. Ici donc, c'est parce que l'explication au comportement de la personne n'est pas évidente que vous allez faire une recherche attributionnelle. Un autre facteur qui peut pousser à cette recherche attributionnelle spontanée est l'inattendu, quelque chose qui crée de la surprise. Par exemple, si vous êtes en pleine discussion avec un ami et que celui-ci, au milieu d'une phrase, se met à regarder dans le vide avec un air déphasé, vous allez probablement chercher à comprendre pourquoi. Il a vu quelqu'un qu'il ne voulait pas voir passer, il a pensé à quelque chose de douloureux, ou peut-être est-il juste en train de faire un AVC. La survenue d'un événement inattendu va donc pousser à faire des attributions. Et enfin, nous avons l'échec, qui revient à la situation dont nous avons parlé tout à l'heure. Lorsque nous sommes en situation d'échec, nous allons chercher à essayer de comprendre les causes de cet échec, dans le but d'être capable d'adapter notre comportement pour éviter de reproduire cet échec. Désormais, voyons 2 facteurs qui cette fois sont propres à la personne et non au contexte. On a d'abord la complexité attributionnelle. Les chercheurs considèrent que ce serait un trait de personnalité qui pousse les gens à se poser de nombreuses questions pour essayer de se comprendre eux et les autres. Il est possible de le mesurer à l'aide d'échelles psychométriques. Vous pouvez d'ailleurs aller voir notre série sur la psychométrie pour mieux comprendre. La présence de ce trait de personnalité, cette curiosité naturelle qu'ont certaines personnes sur ce qui pousse les gens à être ce qu'ils sont et faire ce qu'ils font, va donc les pousser à faire plus d'attributions que les autres. Un autre facteur personnel est celui du besoin de contrôle. Les individus ont plus ou moins besoin d'avoir le sentiment de contrôler leur environnement. Or, pour contrôler l'environnement, encore faut-il le comprendre. Comprendre comment éviter certaines situations et en favoriser d'autres. Et vous avez bien deviné, en faisant des attributions, les personnes qui ont un besoin de contrôle élevé vont parvenir à maintenir ce sentiment de contrôle. Ils auront donc tendance
à faire plus d'attributions que les autres. Si vous avez des questions sur ce qu'on a vu dans cet épisode, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et si vous avez apprécié, posez un pouce bleu, cela nous fait vraiment plaisir, c'est une petite récompense pour notre travail. Enfin, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Dans le prochain épisode, nous commencerons à voir différentes théories de l'attribution. Des théories qui essayent de comprendre les mécanismes de ce processus cognitif qu'est l'attribution causale. Nous, on vous dit à très vite et bonne chance à tous!